Merci beaucoup. Chers amis, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui à Lyon, dans cette belle ville, cher Gérard, ce beau symbole. Après avoir traversé le pont, nous avons toutes et tous rejoint ce musée des Confluences. Parce qu'au fond, c'est bien de cela dont il s'agit aujourd'hui. De savoir comment, ensemble, quelles que soient nos sensibilités politiques, quelles que soient nos origines nationales, quelles que soient au fond nos provenances et peut-être nos destinées aux uns et aux autres, aux unes et aux autres, comment converger pour porter un projet commun, pour relever un défi commun. Et dans cette belle ville de Lyon, il y a eu de telles aventures qui ont été relevées. Parce que c'est une de ces grandes villes européennes où, dans des moments de trouble, parfois de doute, où l'histoire était à réinventer par l'échange, par l'ouverture, celle du commerce, de la culture, des arts et de la finance, eh bien, l'Europe s'est aussi réinventée. Et le défi qui est le nôtre aujourd'hui, vous l'avez les unes et les autres très bien rappelé dans vos propos, c'est bien celui de la renaissance européenne et de la réinvention européenne. Le défi des réformistes européens, c'est d'être à la hauteur, au fond, de la situation que nous sommes en train de vivre. Parce que nous avons laissé, de trop nombreux, défendre une idée fausse de l'Europe, pousser des actions troubles, inscrire en quelque sorte l'Europe dans une destinée qui n'était pas la sienne. La peur, la défiance occupent au fond l'espace que nous leur avons laissé. Et je suis d'accord avec Sylvie Goulard, c'est notre responsabilité. Et il faut bien la mesurer. Nous y avons tous et toutes notre part. Lorsque nous laissons s'exprimer surtout celles et ceux qui doutent, qui sont pour faire sortir la Grèce un jour, la Grande-Bretagne l'autre, les Pays-Bas ou la France le jour d'après. Nous ne sommes pas à la hauteur de la promesse un moment tenue. Mais lorsque nous n'avons plus, en quelque sorte, une voix de désir à porter, nous laissons en effet la place au doute. Le cynisme, la langueur, l'irresponsabilité et l'inefficacité sont nos véritables ennemis au moment où nous nous parlons. Alors on peut déplorer, Gérard Collomb l'évoquait, que d'aucuns préfèrent, au fond, ne pas en parler, pour des raisons obscures, qui ne sont pas, en tout cas, à la hauteur des enjeux. Quiconque a à s'exprimer sur ce sujet vital devrait être ici, aujourd'hui, s'il partage nos valeurs, nos défis, c'est-à-dire cette volonté de remettre l'Europe à la hauteur de son histoire. Parler de fond, d'Europe, trouver des solutions concrètes pour que notre projet avance. C'est cela, aujourd'hui, notre responsabilité, et en nous réappropriant des mots que nous avons laissés aux autres, aux ennemis de l'Europe. Celui de souveraineté, celui d'identité et celui de démocratie. Et c'est bien sur cela que nous pourrons retisser le fil de l'histoire européenne. Parce que l'Europe, c'est nous. C'est ce que nous en faisons. C'est ce que nous en décidons. C'est ce que nous décidons de faire ou de ne pas faire. Et nos défis sont tous aujourd'hui des défis européens. Vous l'avez rappelé les uns et les autres dans vos comptes rendus. Et au fond, de quoi sommes-nous les héritiers ? Dans l'histoire des constructions politiques, l'Europe est jeune. Elle a 65 ans. Et c'est une construction inédite sur le plan historique et politique. Je rejoins ce que Pascal Lamy disait tout à l'heure. Il y a eu en effet un pari, au fond, plus encore sans doute pour la zone euro que pour l'Europe, qui était qu'une réalité économique ou monétaire pourrait sécréter elle-même des conséquences politiques. Nous n'avons pas totalement réussi. Mais il y a au cœur de l'Europe une triple promesse. Une promesse de paix, une promesse de prospérité et une promesse de liberté. Et c'est au fond cette triple promesse dont nous sommes les héritiers. La promesse de paix, c'est celle qui a permis, dans l'après-guerre, de construire cet espace inédit. Jamais l'Europe n'a traversé aussi durablement la paix que ce que nous connaissons depuis l'après-guerre. Nous avons réussi à faire
disparaître les conflits intra-européens, là où l'Europe n'avait connu durant des millénaires que des conflits entre les États membres. Et nous l'avons fait sous une forme politique totalement inédite. Parce que l'histoire de l'Europe, à travers les millénaires, ça a été ce que le droit médiéval appelait les transferts d'empire. L'Empire romain, puis cette volonté de faire revivre ces formes impériales, c'est-à-dire ces formes hégémoniques de quelques-uns ou de l'un sur les autres. L'Empire carolingien, l'Empire napoléonien, l'Empire bismarckien, l'Empire nazi. L'Europe a été traversée par des moments d'unité politique, mais qui ont toujours été des moments de domination. Cette Union européenne, notre Europe actuelle, c'est une création unique d'un espace politique de paix, d'équilibre, sans hégémonie. Et cela, nous l'avons réussi. La deuxième promesse, c'était une promesse de prospérité. C'est la promesse originelle. Or, depuis 1960, la croissance de la richesse par habitant a été en Europe supérieure d'un tiers à celle des États-Unis. On le rappelle trop peu souvent. Nous avons réussi, durant toutes les décennies qui ont suivi la guerre, dans une économie de rattrapage, à travers plusieurs grands projets, à construire cet espace de prospérité. Et puis l'Europe, c'est cette promesse de liberté, enfin. D'abord la liberté de circulation, perçue comme le socle de cette prospérité nouvelle, Schengen, Erasmus, l'euro, la suppression des obstacles, des frais bancaires au coût d'itinérance sur nos téléphones, tout ça, c'est ce qui incarne cette Europe de la mobilité, de l'ouverture et de la liberté. Donc, pendant des décennies, cette Europe a tenu ses promesses. Elle a réussi à construire des réalisations inédites. Et cela, nous ne devons pas l'oublier aujourd'hui. Et nous devons constamment le rappeler. Sinon, c'est trop facile de laisser certaines ou certains qui voudraient installer le doute. Chacun des secteurs qui traversent des crises dans nos économies ont bénéficié de l'Europe pendant toutes ces décennies. Mais pour les Européens, ces trois promesses fondatrices semblent aujourd'hui trahies. Parce que le doute s'est installé, parce que durant, au fond, ces 15 dernières années, la langueur, une forme d'irresponsabilité collective s'est installée. Les crises syriennes, libyennes, ukrainiennes, les grandes migrations, inédites depuis 60 ans, les attaques terroristes répétées sur notre sol, nous ont ouvert les yeux et nous ont reprojetés, au fond, dans une histoire qui est revenue en Europe, avec son lot de drames. Et elle fait douter beaucoup. Est-ce que les États ne sont finalement pas plus efficaces? Est-ce que cette Europe tient encore cette promesse de paix à laquelle nous étions si attachés? Dans le même temps, l'Europe s'est engluée dans une croissance molle, plus molle que beaucoup d'autres, parce qu'elle n'a pas résolu ses propres paradoxes, bien souvent sa propre incomplétude, parce qu'elle s'est installée dans des équilibres imparfaits. Un marché unique, certes, mais qui n'était pas accompagné de toutes les réformes et parfois de nos propres engagements. Nous avons notre part de responsabilité dans ces dysfonctionnements. Une zone euro, certes, avec une monnaie commune, mais des politiques qui restent extraordinairement diverses. Et une divergence s'est installée en particulier au sein de la zone euro qui a affaibli cette promesse de croissance. Nos économies se sont écartées durant les 15 dernières années. D'abord, sous la facilité, parce que nous avions le même taux d'intérêt partout. Et donc ceux qui étaient peu compétitifs et très endettés ont encore, durant les premières années, accru leur faiblesse. Et puis parce que nous n'avons eu qu'une réponse disciplinaire et non coordonnée dans l'après-crise, en oubliant que le rôle, en particulier au sein de la zone euro, était aussi de réduire les écarts. Et on a demandé à beaucoup de pays de faire des efforts budgétaires et des réformes en même temps, très vite, non plus en s'ajustant par la monnaie, mais en termes réels, sans forcément en même temps avoir la politique d'investissement qui seule aurait pu aider à une relance. Et donc oui, nos économies se sont écartées, notre capacité à croître s'est réduite. Et si nous n'offrons pas d'autres perspectives à la jeunesse européenne, alors nous récolterons la colère. Imaginez, depuis presque 10 ans, les jeunes de notre continent ne connaissent que la crise économique. Nous avons plongé nombre de pays dans une situation où la jeunesse connaît un taux de chômage d'environ 50%. Et ils ne voient en effet que sommet après sommet des dirigeants qui leur promettent une crise qui s'achève.
C'est là que nous sommes en train de nourrir les drames européens. Pas ceux forcément d'aujourd'hui ou de demain, mais ceux d'après-demain à coup sûr. C'est là que nous nourrissons le scepticisme européen. Et le défi économique et politique qui est le nôtre ne doit pas être oublié dans les temps que nous traversons. Parce que sinon, nous nourrirons la colère, la frustration, qui demain viendra encore davantage désagréger notre projet. Et puis la liberté de circuler enfin, qui est chaque jour remise en cause pour des raisons de sécurité. Parce que de plus en plus de dirigeants, même certains qu'on aurait pu croire responsables, font croire à leurs opinions publiques que c'est en réduisant les libertés en Europe, parfois dans leur pays, qu'on pourra rassurer les gens et lutter contre les risques auxquels nous sommes aujourd'hui soumis. Et cette tentation du repli, ce rejet au fond de l'ouverture, c'est cela qui vient également menacer cette promesse. Et vous le voyez, l'Europe est aujourd'hui en risque extrême. Un risque de désagrégation, un risque au fond d'effacement, par notre faute collectivement. Et elle ne retrouvera pas spontanément, au fond, le cours de son histoire. Nous devons aujourd'hui prendre des risques, prendre nos responsabilités en Europe. C'est cela la tâche des réformistes. Parce que cette Europe est en train de trahir ces trois promesses, du fait des circonstances, du fait de mauvaises décisions ou du fait de non-décisions parfois. Et le Brexit en est une parfaite illustration. Ça n'est pas un acte égoïste, le Brexit. J'entends parfois des voix qui voudraient, comme disait Bertolt Brecht, qu'on décide de dissoudre le peuple. Je ne recommande pas ces pratiques. Elles peuvent paraître commodes, elles se retournent toujours contre nous. Mais le Brexit, il dit quoi? Il dit un besoin de protection. Il dit une indignation face à une Europe qui avait perdu son propre cheminement. Il traduit l'échec d'une société qui a négligé les inégalités. Il traduit, c'est un peu d'ailleurs l'ironie de l'histoire, une forme d'échec européen qu'en grande partie, la Grande-Bretagne et quelques autres États membres avaient beaucoup encouragé. Celle d'une Europe où, au fond, le marché aurait tout réglé. Nous n'avions plus besoin de normes communes, de sécurité pour les individus. Elle a traduit de la défiance, non pas de la défiance à l'égard d'un étranger lointain, mais à l'égard des autres Européens, des Hongrois, des Polonais. Elle a traduit une peur, la peur des perdants, la peur de celles et ceux qui ne réussissent pas dans cette mondialisation et qui ne réussissent pas dans cette Europe. Et oui, si nous ne savons pas reconstruire la renaissance européenne en considérant, en écoutant, non pas pour être d'accord avec leur colère, mais pour la considérer et proposer des solutions. Si nous n'écoutons pas les perdants, si nous ne leur proposons pas quelque chose, l'Europe, au fond, se repliera et se dissoudra. Et donc, ce risque qui nous guette, que nous connaissons chaque jour, c'est celui de la crise européenne, l'épuisement des idées, des méthodes, et sans doute aussi, permettez-moi cette expression, de certaines générations. Je ne l'emploie pas ici sur le simple sens démographique, mais en référence à cette belle formule de Shimon Peres qui dit l'année dernière « On est jeune aussi longtemps que la somme des rêves dépasse la somme des réalisations ». Et quand j'entends beaucoup de dirigeants européens dire tout ce qu'ils ont fait durant les sommets précédents, mais si peu dire tout ce dont ils rêvent pour notre Europe, je me dis qu'ils sont vieux. Et c'est bien le problème de cette Europe aujourd'hui. C'est un système qui rend l'âme et qui tourne à vide. Cela a été dit. C'est celui des sommets où les uns après les autres, comme à Bratislava la semaine dernière, on s'enferme à huis clos, on répète des grands principes. Et au fond, malheureusement, et c'est notre responsabilité commune, on ne parle plus, on ne propose plus de rêves ou de projets. On discute les mots du communiqué. Les mots du communiqué. Pour ensuite aller expliquer à chacune et chacun que ça n'était pas tout à fait cela, que nos interprétations sont finalement divergentes, que c'est notre interprétation qui a gagné et pas la leur, et qu'au fond, tout va bien. Mais partout, malgré tout, où je me déplace, dans le Cantal, la semaine dernière, en Bretagne, un peu plus tôt, auprès de celles et ceux qui ont beaucoup perdu ces derniers mois, qui parfois doutent, j'entends pas un discours de haine de l'Europe.
Ils savent les uns et les autres ce qu'ils doivent à cette Europe. J'entends des interrogations. J'entends parfois des indignations, parce qu'on a, au fond, voulu se débarrasser d'une Europe qui protégeait, qui régulait. J'entends de l'inquiétude, parfois de l'indignation contre une Europe trop tatillonne ou trop bureaucratique, parce qu'on l'a laissé faire et s'occuper de choses qui n'étaient pas non plus totalement sa fonction première. Mais partout, la lucidité que, face à nos défis, nous avons besoin de cette Europe, qu'elle fait partie de la réponse. Alors comment, au fond, recréer ce désir d'Europe? Parce que c'est bien de cela dont il s'agit. C'est bien de cela, en effet, dont nous avons besoin. Notre réponse à nous réformistes, Pascal Lamy le disait tout à l'heure, ça n'est pas d'aller expliquer aux gens qui n'ont pas bien compris. Ce serait trop facile. Et ça ne marche plus. C'est de savoir comment nous recréons cette Europe chaude, ce désir, cette volonté d'aller de l'avant. Et ma conviction, c'est en reprenant le pouvoir sur des mots, des concepts fondamentaux que nous avons laissés aux extrémistes, que nous avons laissés aux anti-européens. Et c'est là où, en effet, Rico le disait tout à l'heure, nous devons, au fond, quitter les voies parfois trop confortables des réformistes ou des gens raisonnables et aller dans la bataille sur le terrain. Ça passera par la souveraineté et l'efficacité qui l'accompagne. Ça passera par la revendication de notre identité européenne et par une vitalité démocratique retrouvée. C'est cela que, finalement, nous devons porter pour combattre le discours de fermeture, pour combattre ces idées trop faciles imposées par certains. La souveraineté, d'abord, parce que c'est à cette condition que nous construirons notre rapport au monde, que nous retrouverons le sel de l'aventure européenne. Nous avons besoin, pour être un espace ouvert au monde, d'avoir des protections. Nous avons confondu des notions pourtant radicalement différentes. Nous avons brouillé, au fond, les messages et ce faisant les actions. Nous avons confondu la protection et le protectionnisme. L'Europe est aujourd'hui un continent ouvert dans le commerce international, ouvert au monde, vivant du monde, construisant sa prospérité par cette ouverture. Et la France au premier chef. Nous en avons besoin. Mais par contre, nous n'avons pas pour autant à être un continent ouvert à tous les vents, sans aucune protection. Et là-dessus, nous avons parfois accepté, au fond, des facilités. Je l'ai vécu en tant que ministre dans le cœur de la crise sur l'acier, attaqué depuis 18 mois par les Chinois, les Indiens, les Russes, qui faisaient un véritable et qui continuent à faire un véritable dumping sur l'acier. Nous sommes-nous parfaitement défendus? Je ne le crois pas. Nous avons poussé, la solution est européenne, et donc il ne s'agit pas de dire c'est l'Europe notre problème. L'Europe, ce sont celles et ceux qui nous attaquent indûment. Mais l'Europe ne réagit pas assez vite. Elle prend 2 à 3 fois plus de temps que les Américains à imposer les tarifs. Et elle impose des tarifs 5 à 10 fois supérieurs aux Américains. Nous viendrait-il à l'esprit de dire que les États-Unis sont un continent protectionniste? Non. Simplement, si nous ne sommes pas en capacité d'expliquer à nos travailleurs, et la Grande-Bretagne a eu à vivre ça à Port Talbot, il y a quelques mois, en plein Brexit, alors expliquer qu'au fond, nous avons eu des surcapacités en Europe. Nous les avons réglées à travers des plans successifs, douloureux pour certaines régions. Nous avons eu des défis de compétitivité. Nous les avons réglés en innovant, en investissant, en demandant des efforts à nos travailleurs. Mais qu'en même temps, lorsque nous sommes attaqués indûment, nous savons nous défendre pour protéger nos industries et nos travailleurs. Parce que la liberté a des règles, et parce que ces règles doivent être respectées. Et parce que le bon espace pour les faire respecter, c'est l'Europe. C'est cela, la souveraineté. De la même façon, nous sommes en train de vivre aujourd'hui un défi migratoire. Et nous sommes en train de confondre, là aussi, souverainisme et nationalisme. Et c'est cette deuxième confusion qui est en train de nous faire perdre la bataille. Ces deux notions n'ont rien à voir. Où sont les vrais souverainistes aujourd'hui? Où sont celles et ceux qui veulent construire la protection des individus légitimes, la cohérence d'un espace politique commun face à des risques, des défis nouveaux, le défi migratoire en particulier? Ils sont européens, les souverainistes, parce que la bonne capacité à répondre à ces défis, elle est européenne. Notre réponse est européenne, en protégeant justement, en construisant une vraie politique de développement, de traitement humain des réfugiés sur les lieux d'origine,
ou dans des pays tiers, ce que nous n'avons pas su faire collectivement, au Liban, en Turquie, en Jordanie, en ayant une vraie politique de souveraineté commune lorsqu'il s'agit de protéger nos espaces, et en particulier avoir une vraie politique de garde-côtes et de garde-frontières qui permettent justement de protéger nos accès communs, et pas simplement par subsidiarité de certains États membres, pas simplement de manière, au fond, trop pusillanime. Avoir une vraie politique de coopération en matière de gestion des identités et de renseignement. La réponse est là, elle n'est pas dans le rétrécissement sur les frontières nationales, qui en aucun cas ne permettent de régler les défis migratoires qui sont aujourd'hui les nôtres. Nous pouvons être aujourd'hui souverains et humains dans cette Europe. Parce qu'en même temps que l'Europe est le seul espace qui protège, chaque État membre a à prendre dans ce défi sa part de responsabilité. Et la France aussi. Nous ne parlons pas là de migrants économiques. Nous parlons là de réfugiés, de femmes et d'hommes qui ont pris leur risque. Ça n'a rien à voir. Qui sont arrivés chez nous. Et j'entends certains, pas très loin d'ici, qui osent dire qu'on protège notre pays en trahissant ses valeurs. Qui osent dire qu'on va protéger la France en fermant les frontières nationales et en ne remplissant pas, au fond, ce qui est le cœur de notre devoir moral. C'est cela le visage qu'on veut donner à la France. C'est cela la réponse objective, efficace qu'on veut donner à ces défis. C'est non seulement irresponsable, mais c'est une trahison profonde. Être souverain, c'est agir efficacement dans cet espace commun. C'est-à-dire, ensemble, construire les réponses à ces défis qui, en effet, se jouent à l'échelle européenne. Comment relever le défi de la transition énergétique si ce n'est en ayant un vrai marché du CO2 européen? Comment répondre au défi du numérique, c'était évoqué tout à l'heure, si ce n'est en ayant une vraie régulation européenne qui seule est crédible face aux acteurs américains ou chinois? Et donc, oui, la souveraineté est européenne. Si on veut s'en donner les moyens responsables, si on veut avoir une véritable politique et une véritable ambition, parce qu'elle est la clé d'une véritable puissance européenne et en même temps d'une capacité à protéger les citoyens européens. L'Europe est le niveau pertinent sur ces grands défis. La souveraineté, c'est aussi la monnaie. Et cela a été évoqué tout à l'heure pour le Brexit. C'est la raison pour laquelle la zone euro doit être sans faiblesse et sans naïveté dans la négociation du Brexit. Les chambres de compensation ne pourront pas continuer à agir comme avant depuis Londres. Le passeport financier n'est envisageable que si l'ensemble des règles du marché unique, dont la libre circulation, sont scrupuleusement respectées. Parce que l'euro, c'est un projet plus vaste, un projet au fond aussi politique. Il est de bon ton de dire que l'euro, au fond, aurait été une erreur. Non. Son inachèvement est une faute. Et c'est pourquoi, si nous voulons tenir cette promesse, en effet, la décision est maintenant politique. L'achèvement de cette zone est une initiative politique, celle qu'il y a quelques mois, nous avions proposée avec Sigmar Gabriel. Cette volonté d'avoir un budget commun à la zone euro pour favoriser la croissance, permettre la convergence économique et sociale entre les États membres, faire face aux crises qui frappent la zone entière ou certaines de ses économies. Une monnaie sans budget est vouée à l'échec. Et là aussi, je regrette que ce sujet soit totalement oublié aujourd'hui dans les réunions et les sommets qui ont suivi le Brexit. Parce que la zone euro doit être relancée par plus de solidarité et plus d'investissement. Les États membres ont une responsabilité, la France au premier chef. Continuer et intensifier les réformes. C'est à ce titre que nous construirons notre propre crédibilité et notre capacité, au fond, à redynamiser le couple franco-allemand. Mais dans le même temps, l'Europe et la zone euro ont une responsabilité en termes de solidarité et d'investissement. Sans cela, nous laisserons périr dans chaque pays les réformateurs qui prendront leurs risques. Parce qu'ils prendront des décisions difficiles aujourd'hui, dont les effets ne sont perceptibles que demain. Ils en paieront les conséquences politiques immédiates si nous ne savons pas les accompagner. Et cela, c'est aussi notre défi. Le deuxième mot que nous avons à reconquérir, c'est celui d'identité. Parce que oui, et cela a été très bien dit par Pascal Lamy tout à l'heure, sur beaucoup de sujets, les Européens partagent l'essentiel.
Et au fond, c'est ça le socle même de notre souveraineté. Ce pourquoi nous avons fait cette Europe, c'est que nous ne sommes pas semblables, mais nous partageons tellement. Il n'y a pas un espace politique, économique et culturel comme l'Europe dans le reste du monde. Il n'y a pas un espace qui combine la liberté individuelle, la protection collective. On ne le retrouve ni en Amérique, ni en Afrique, ni en Asie. Nous souhaitons des échanges commerciaux régulés, la préservation de sécurité individuelle et transparente. Il n'y a aucun espace qui porte cette culture commune, celle qui a voyagé entre nos États membres, cette Europe des musées, de la culture, de la littérature, de la mythologie européenne qui rayonne au fond sur toutes ces périphéries. Cette Europe des cafés dont parlait George Steiner, qui fait que dans l'intimité même de nos vies, de nos promenades, de nos expériences quotidiennes, nous savons quand nous sommes en Europe et quand nous n'y sommes pas. Et c'est bien parce qu'il y a tout ça en Europe, parce qu'il y a cette identité qui n'est pas un rétrécissement, qui est ce bouillonnement unique qui fait que nulle part ailleurs dans le monde, il n'y a autant de culture, de diversité dans un espace si réduit, avec cette vocation à l'universel qui nous rassemble tous. C'est ça l'Europe. Et c'est parce que nous avons cette identité commune que nous voulons et que nous pouvons être une puissance vis-à-vis du reste du monde, être un espace avec ces valeurs qui nous rassemblent. Si l'Europe n'avait pas cette identité, elle pourrait se permettre ce que nous sommes en train de faire. Mais c'est quand nous l'oublions, quand au fond, nous retombons dans le piège historique qui est le nôtre, celui des petites différences entre nous, que nous commettons les pires erreurs. Et oui, les réformistes européens ont ce mot à reprendre à leur compte. Ils sont les porteurs de l'identité européenne, d'une ambition pour cette identité européenne, c'est-à-dire d'être à la hauteur des grands moments de notre histoire collective. Ces moments où, à chaque fois, nous avons réinventé ce qui nous tenait ensemble, dans les moments les plus durs, en ne cédant rien à la peur, en ne cédant rien aux antagonismes, parce que ce qui nous rassemble est beaucoup plus large que ce qui nous sépare. Enfin, cette Europe, elle ne pourra renaître pleinement et repartir que si nous prenons tous et toutes ensemble pleinement le risque démocratique. Et je le dis parce que la tentation parfois des réformistes, des progressistes européens, ça a pu être de dire « nous savons entre gens intelligents, bien éduqués, partageant les mêmes objectifs, ce qui est bon pour l'Europe. Ne nous précipitons pas de demander au peuple ce qu'il en pense. Viendra le moment et il suivra. » C'est un peu notre tradition historique. L'Europe s'est faite comme ça, par cette avant-garde éclairée. Ce serait une erreur de continuer avec cette méthode. Ce serait une erreur parce qu'on laisserait alors la vitalité démocratique aux extrêmes, à ceux qui doutent. Et on l'entend déjà, le concert de référendum qui est en train de naître partout en Europe. Marine Le Pen ici, qui propose, grande démocrate, un référendum sur l'Europe. Et beaucoup d'autres lui emboîtent le pas. Donc nous ne devons pas avoir peur des peuples. Nous devons simplement construire cette nouvelle aventure européenne avec nos peuples. Ce qui est différent, ce qui n'est pas la démagogie du référendum, ce qui n'est pas la question posée à tout le monde demain, êtes-vous content avec l'Europe? La réponse, on la connaît, je crois que nous sommes en train de la partager. La question, c'est quelle Europe voulons-nous ensemble reconstruire? Qu'est-ce qu'on va perdre avec l'Europe si on l'abandonne? Est-ce qu'on répondra mieux à la crise du lait sans Europe? Moi, j'ai plutôt le sentiment que c'est un affaiblissement de certaines réponses européennes qui nous a conduits là et un défaut d'anticipation de notre part. La clé aujourd'hui de notre réponse, elle est au fond ni dans les conclaves diplomatiques qui se succèdent, fatigués, ni dans le référendum défouloir. Elle est dans une exigence démocratique apaisée, éclairée. C'est pourquoi ce que nous proposons, ce à quoi je crois très profondément, c'est d'organiser un vaste débat dès l'an prochain, à un moment politique clé, celui des élections entre autres en France, en Allemagne et aux Pays-Bas, et de lancer dans toute l'Union européenne des conventions démocratiques pendant 1 an, dans chaque État, selon des modalités ouvertes, laissant la place au choix des gouvernements et des collectivités, d'organiser un débat européen sur le contenu
de l'action de l'Union, sur les politiques qu'elle mène, sur les priorités qu'elle doit avoir, en coordonnant ce débat, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir 27 projets demain, mais bien de sortir de cette discussion avec un projet unique, de s'élever au-delà des clivages partisans, au-delà des clivages nationaux, pour précisément, entre nos pays, construire une réponse commune. Il ne s'agit pas ici de croire à une démocratie participative miraculeuse. Je vous rassure, je n'ai pas cette naïveté, en considérant qu'au fond, elle livrerait toutes les solutions que les responsables politiques n'ont plus le courage ou la lucidité de proposer. Mais soumettre à la discussion collective, demander à chacun de réfléchir, de proposer, avec ces débats dans les régions, dans les assemblées parlementaires, au Parlement européen, par des consultations en ligne, peut redonner confiance et créer un formidable élan. Je le crois très profondément. C'est cela l'Europe chaude dont nous parlions tout à l'heure. Et nous en avons besoin. Parce que ces débats, partout en Europe, donneront une vitalité, une réalité à un démos européen qui aujourd'hui n'existe pas. Parce que nous avons construit au fond les règles collectives pour le fracturer jusqu'ici en 28 débats. Et se nourrissant de ces débats, les gouvernements européens élaboreraient une feuille de route, un projet pour l'Europe, traçant les priorités d'action de l'Union et leur calendrier de mise en œuvre pour les 5 à 10 ans à venir. Parce qu'à chaque fois que l'Europe a avancé, elle a avancé grâce à une feuille de route de 10 ou 15 ans, par des projets refondateurs, en prenant des risques. Il ne s'agit pas là de construire un document de 200 pages qui ne sera lu par personne, qui donnera lieu à des débats abscons, à des déformations, et donc aux résultats que nous connaissons parfaitement en France. Mais à une feuille de route brève, avec quelques défis communs, des actions précises, la consolidation de la zone euro avec la création d'un budget commun, le renforcement de notre politique commerciale avec une puissante politique anti-dumping, la création d'un fonds européen de défense pour développer des capacités communes, etc., etc. Et ce projet pour l'Europe, ce projet clair, c'est ensuite lui que nous pourrons soumettre à référendum, mais avec un principe identifié, déjà rappelé par plusieurs, que chacune et chacun qui suivra ce projet puisse avancer à son rythme. Que cette Europe ne soit plus non plus une Europe de l'obstruction, ou parce que l'un ou l'autre doute, celles et ceux qui veulent avancer ne peuvent plus progresser. Nous avons besoin, pour recréer cette Europe du désir, d'avoir une Europe des projets. L'Europe a avancé quand quelques-uns ont pris des risques, parfois des risques fous, et que les autres, à ce moment-là, se sont mis à les regarder en se disant « c'est formidable ce qu'ils sont en train d'entreprendre, j'ai envie d'en être ». L'Europe recule, depuis qu'elle s'enlise dans des règles, au fond, où un seul peut tout bloquer, et où le doute de l'un peut contaminer tous les autres. Et donc, cette vitalité démocratique, elle impose aussi une exigence. Et oui, elle donnera lieu, à coup sûr, à une Europe à plusieurs vitesses. Elle est déjà là. Mais à une Europe plus vivace, à une Europe qui aura été discutée avec nos peuples, voulue, et à une Europe qui avance sur 2 nouveaux projets, avec une nouvelle volonté commune. L'Europe serait ainsi relégitimée, le débat démocratique serait ravivé, les peuples ne seraient pas tenus à l'écart. Affirmer notre engagement pour une Europe souveraine, protectrice, efficace, promouvoir notre identité dans le monde, prendre le temps du débat ouvert pour restaurer la confiance, voter pour l'Europe qu'on souhaite et non contre l'Europe qu'on rejette, assumer le choix du peuple sans le craindre. Voilà les principes, à mes yeux, qui peuvent précisément recréer ici, et je l'espère partout en Europe, du désir d'Europe, parce que c'est cela dont nous avons besoin. Alors je ne sais pas s'il faut être, comme le disait tout à l'heure Enrico, des optimistes de long terme, comme le disait Lionel. Je veux que nous soyons en tout cas des déterminés de court terme, parce que la bataille se mène maintenant. Parce que si nous ne la menons pas avec nos idées, mais sur le champ de bataille, en prenant tous les risques collectivement, nous aurons tous et toutes pris une responsabilité historique, celle de ne pas risquer, celle de ne pas choisir, celle de laisser une Europe dont nous avons tout compris, mais qui est en train de se désagréger sous nos yeux, qui est en train de douter d'elle-même, où on laisse la voix à celles et ceux qui l'insultent. Donc, optimiste de long terme, oui,
parce que déterminés, dès à présent, à nous battre sur chacun de ces domaines, parce que la bataille européenne est vitale, parce que cette bataille européenne, c'est aussi une bataille française. Merci pour votre attention.